Bonjour à tous, ravi de vous retrouver au Parlement européen à Strasbourg pour une nouvelle émission d'Europe Hebdo. Et dans cette émission, grand reportage handicapé, grande cause européenne. Presque 2 Européens sur 10 souffrent d'un handicap et les gouvernements européens se sont donné un objectif. D'ici 6 mois, les 3/4 des handicapés pourront accéder à un emploi. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la France doit mettre les bouchées doubles pour que les handicapés puissent bouger, travailler ou aller à l'école aussi. Nous suivrons la famille Tan. Leur fils est autiste. La famille passe chaque jour la frontière avec la Belgique et pour cause, le pays est en pointe en matière de prise en charge des handicapés. Mais avant, direction l'Allemagne. Le premier élève de la classe se fait tancer par la Commission européenne. Pourquoi ? En économie, l'Allemagne exporterait trop et n'importerait pas assez. C'est officiel, une enquête est ouverte contre le meilleur élève de la zone euro. L'Allemagne, soupçonnée de réaliser ses énormes excédents commerciaux au détriment de ses partenaires. Dans les semaines qui viennent, Berlin va littéralement être assailli de questions par Bruxelles sur ses choix économiques. La Commission européenne ne reproche pas à l'Allemagne d'être le numéro 1 en Europe, même si cela risque d'être compris comme cela outre-Rhin. Ce qui inquiète Bruxelles, c'est que l'économie allemande est unijambiste. Elle ne repose que sur ses exportations. En économie, il n'y a pas de secret, les excédents des uns font les déficits des autres. On entend déjà les reproches de la Commission européenne. Allemagne, fais que tes citoyens consomment. Allemagne, dépense plus. Allemagne, refais tes autoroutes qui sont dans un état lamentable. L'Allemagne va-t-elle obéir et sera-t-elle punie ? La réponse, c'est 2 fois non. Non parce qu'on ne change pas un modèle qui gagne. Et non parce qu'on ne punit jamais le meilleur élève de la classe. Alors nous avons été rejoints sur ce plateau par Andreas Schwab. Bonjour, vous êtes eurodéputé allemand, membre de la CDU, le parti d'Angela Merkel. Vous êtes aussi un membre influent du Parlement européen, vous faites figure de pilier de la coopération franco-allemande. Alors, question toute simple, vous venez de voir ce petit reportage. En tant qu'Allemand, comment vous réagissez à ce que la Commission tance le bon élève allemand ? Non, moi, quand je vis le petit film, j'ai pensé que c'était une bonne blague. Car quand même, la Commission européenne ne veut pas reprocher à l'Allemagne la force, la compétitivité, mais elle veut plutôt faire en sorte qu'à long terme, le marché unique fonctionne à un niveau vraiment égal entre les États membres. Et c'est un enjeu principal aussi au Parlement européen. On est d'accord là-dessus. Ce que reproche la Commission, c'est que l'Allemagne serait unijambiste, elle l'exporterait trop, elle partagerait pas trop. La croissance, la demande intérieure, elle serait trop faible. C'est ça qui est un peu reproché. Oui, mais là, il faut remettre un peu dans l'ordre les choses. Alors, l'excédent commercial allemand a baissé dans les dernières années de 5% à 2,2%, quelque chose comme ça. Donc, c'est déjà en forte baisse. Et ce que nous voyons en ce moment-là, c'est un excédent des crédits, un excédent d'investissement, car les Allemands, apparemment, préfèrent d'investir dans d'autres pays en Europe. Et primordialement, ça c'est une bonne chose. Il faut au long terme trouver le bon équilibre et c'est un enjeu non seulement pour l'Europe mais aussi pour l'Allemagne. Donc il ne faut pas confondre les choses. Mais ce qui pose problème... Pour bien comprendre les choses, je vous propose d'écouter Elisabeth Guigou, l'ancienne ministre des Affaires européennes. Elle est actuellement présidente de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale. Elle explique pourquoi la Commission européenne, un peu tense, critique l'Allemagne. Écoutez, vous réagissez juste après. Il s'agit non pas de dire à l'Allemagne exportez moins, il s'agit de leur dire importez davantage, c'est-à-dire consommez davantage et investissez davantage. Et c'est vrai que la faiblesse de la demande intérieure allemande est un problème pour toute l'Europe parce que ce dont nous avons besoin, c'est que l'Allemagne tire la croissance de l'ensemble de l'Europe. Et elle peut le faire en enclenchant ce cercle vertueux qui serait de soutenir la consommation chez elle et l'investissement pour que la croissance augmente et en même temps pour que d'autres pays européens en bénéficient et à leur tour achètent davantage à l'Allemagne. Vous voyez, donc il ne s'agit pas de dire haro sur les exportations allemandes. Tant mieux, ils sont très performants. Encore faut-il que leur prospérité bénéficie aussi au reste de l'Europe, parce que nous sommes tous dans la même équipe. Est-ce que l'Allemagne refuse de partager avec ses camarades? Non, on est conscient du fait qu'on est dans une équipe et on veut jouer ensemble.
Mais en Allemagne, comme vous le savez probablement, les salariés, les salaires sont faits à travers des discussions entre les entrepreneurs et les salariés et les syndicats. Et donc, ce n'est pas facile de leur dire, écoutez, il faut maintenant augmenter comme ça, comme ça. C'est un débat qui se fait de manière indépendante du gouvernement. Et deuxièmement, l'investissement en Allemagne, c'est vrai, la grande coalition est en train de discuter sur des plans de faire ça, de relancer un peu les investissements, mais les autoroutes en Allemagne, comme on l'a vu dans le petit film, sont dans un meilleur état. Oui, donc ça ne va pas aller si vite pour augmenter la demande interne. Le commissaire européen aux affaires économiques, Olli Rehn, dit qu'il faut réduire le goulet d'étranglement de la commission intérieure, diminuer les impôts des plus modestes, accroître les investissements publics et privés, améliorer la concurrence dans les services. La vice-présidente de la commission, Viviane Reding, dit qu'en Allemagne, les infrastructures sont défaillantes. On n'investit pas assez dans l'éducation et dans la recherche. Est-ce que ce n'est pas des pistes ? Alors, c'est des pistes fausses de mon point de vue. Il faut, c'est le point le plus important, redonner de la confiance aux Allemands. Car la crise euro, même si on ne l'y croit pas, a aussi fait peur à beaucoup des Allemands et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas investir dans la mesure où ça serait nécessaire pour le marché européen. Ça, c'est le plus important pour l'Allemagne. Après, vous avez raison, on va relancer les infrastructures. On le fait d'un moment à l'autre. La grande coalition veut faire un nouveau point là-dessus. Mais pour les salaires, ça sera plus difficile, même avec le SMIC qui est en train de se faire dans une forme ou une autre. À la fin, ça reste avec les syndicats et les entrepreneurs de finaliser les plans pour les salaires. Et si c'était les autres qui avaient tout faux, on peut se demander, peut-être sur les Français ou les Américains qui ont tout faux. Les Allemands, il y a des nouveaux pays, les Allemands leur vendent des produits, les équipes pour qu'ils travaillent, aux Français d'en faire autant pour leur donner ce conseil? Je pense qu'il ne faut pas plus de conseils, on en a déjà assez. Non, le but est clair, nous devons être encore plus favorables pour un marché intégré, car beaucoup des produits qui viennent de l'Allemagne sont préparés dans les pays de l'Est, en France ou n'importe où en Europe. Donc nous sommes déjà beaucoup plus un marché qu'on ne le pense et c'est pour ça que les chiffres que la Commission européenne utilise quelquefois, c'est des chiffres encore nationaux. Et les chiffres nationaux ne reflètent pas la réalité en Europe. Donc je pense qu'il faut les lois économiques, les excédents des uns font les déficits des autres. C'est une loi des reins. Oui, mais en France, vous avez ça aussi. Entre Paris et Lyon, ce n'est pas balancé. Donc, vous ne faites pas une statistique pour Paris et pour Lyon. Donc, la statistique en Europe, elle est encore nationale, mais quand même, faut-il, je pense, faire en sorte que nous arrivons à un meilleur équilibre pour les investissements. Mais on est en train de le faire. Vous pensez que cette procédure, elle va avoir des conséquences en Allemagne? Non, mais il faut en discuter. La grande coalition veut lancer des mesures, mais ça va prendre du temps. Ça ne va pas aller tout de suite. Merci Andrea Schwab d'avoir accepté notre invitation. Et maintenant, place au reportage. Beaucoup de progrès et d'ouverture ont été faits en France pour améliorer la vie des handicapés ces dernières années. Mais à voir nos voisins, il reste beaucoup à faire. Du coup, des parents d'enfants handicapés cherchent des solutions pour scolariser leurs enfants, par exemple. Ils vont de l'autre côté de la frontière. L'exil des Français handicapés en Belgique, c'est un reportage de Rabika. Allez, capuche, allez où? Le jour vient à peine de se lever. Aaron et ses parents sont déjà en route pour aller à l'école, située à 60 km de leur village de Le Quesnoy dans le nord de la France. Selena et David en ont la certitude. L'avenir de leur fils est au bout de cette autoroute, de l'autre côté de la frontière française. Là, c'est la Belgique. Je passe la frontière 4 fois dans la journée. Je préfère sacrifier mon gasoil, mon budget et ma fatigue, et que mon fils puisse aller à l'école comme n'importe quel enfant. Aller à l'école pour Aaron était encore inimaginable il y a quelques mois. Il est autiste et n'a pas eu de place dans une structure adaptée en France. Il va où le manteau? Montre avec ton doigt. Il va là. Super. Ses parents l'ont inscrit au Clair-Logis, une école située à Havre, au sud de la Belgique. Ici, il est pris en charge toute la journée par des professionnels. Bonjour, Aaron. Allez, tout seul. Depuis qu'il est arrivé dans cette école, Aaron a fait des progrès spectaculaires. Il y a encore 2 mois, le petit garçon était muré dans son silence et ne prononçait pas une syllabe. Orange. Oh, très bien. Les instituteurs sont formés à la méthode d'apprentissage Teach,
Une méthode développée pour les autistes dans les années 70 aux États-Unis. Le travail est individualisé et met l'accent sur la mémoire visuelle. Dans cette classe, chaque enfant se repère par sa couleur. Le set de table orange. C'est qui? C'est qui? Ah, très bien, Aaron. C'est toi. Chaque classe est encadrée par une institutrice et une puéricultrice pour un maximum de 8 élèves. Des effectifs très réduits, mais nécessaires. Les enfants autistes sont imprévisibles. Allez, on retourne s'asseoir. Allez. Léandro. Ah là, je suis pas d'accord, Léandro. Allez, Léandro, on le met. Des crises comme celle-ci, les autistes en font souvent. Ici, ils apprennent petit à petit à les surmonter. Nous allons préparer... Très bien, Léandro, des crêpes. Pour ces enfants, communiquer demande un effort de tous les instants. Alors, les maîtresses multiplient les activités et les sorties scolaires pour les ouvrir au monde extérieur. Rien que le fait d'aller avec un Léandro en extérieur, ça peut lui paraître, je veux dire, effrayant. Donc il faut le canaliser. Et alors, c'est tout un travail, je veux dire, apprendre sur lui, sur nous, et on y arrive. Aaron n'est pas le seul Français. Ce matin, tous les élèves de sa classe le sont. Et cela n'a rien d'exceptionnel. Au Clair-Logis, plus de la moitié des élèves viennent de l'Hexagone. Chaque mois, la directrice de cet établissement public reçoit des dizaines de demandes d'inscription venues de France. De plus en plus, je reçois de parents français qui sont désespérés et qui ne trouvent pas de solution pour leurs enfants en France. Donc hier encore dans mon bureau, une maman et un papa qui venaient de Franche-Comté, qui avaient fait 6 heures de route parce qu'ils ne trouvaient pas de solution chez eux et qui étaient très émus de pouvoir trouver une solution ici, en fait, hein, un enseignement qui puisse accueillir leur fils toute la journée. Comme à Aaron, 3200 enfants handicapés sont scolarisés en Belgique. Il y a encore 4 mois, le couple vivait à 800 km de là, près de Bordeaux. Pour offrir une scolarité adaptée aux besoins de leur fils, ils ont dû quitter leur maison, leur famille et leurs amis. La France, très en retard sur le traitement des autistes, ne leur proposait que des solutions inadaptées. On nous propose soit l'hôpital jour, donc pour nous c'est un hôpital psychiatrique. La deuxième solution, c'était de le mettre dans une école aussi avec des maîtresses ou des maîtres qui ne sont pas formés à l'handicap, à cet handicap-là. Et nous, ça nous a fait peur. Donc 25 enfants d'un coup pour un enfant qui ne supporte pas la présence d'un enfant, on a dit que c'était pas possible. Alors, Selena a dû quitter son travail pour se consacrer entièrement à l'éducation de son fils. Pour le stimuler, le couple dépensait plus de 500 € par mois en séances de psychomotricité ou encore en kinésithérapie. Un parcours du combattant jusqu'à ce qu'il décide de se tourner vers la Belgique. Avec une structure comme ça, là où on habitait, on serait toujours là-bas. Moi, j'aurais retrouvé mon activité professionnelle et on aurait été des gens et une famille normaux. Faute d'une politique volontariste en France, le pays voit un flot de parents français arriver, livrés à eux-mêmes et lassés de tourner en rond. Mais pour combien de temps encore? Certaines écoles belges arrivent à saturation et la France ne semble pas encore prête à changer de politique. Voilà, c'était un reportage de Rahabika, et parce que souvent ce sont ceux qui le vivent qui en parlent le mieux. Jean-Pierre Ringler est avec nous. Bonjour, vous êtes président de l'Association nationale Coordination Handicap et Autonomie, dont le but est de soutenir des personnes handicapées en recherche d'autonomie. Vous êtes vous-même non-voyant. À vos côtés, Jean-Louis Cotigny, bonjour, vous êtes eurodéputé socialiste. Pendant vos mandats, vous vouliez mettre votre empreinte sur quelque chose. Ce quelque chose, ce sont les enfants et les adultes handicapés. Alors, vous venez de voir le reportage de Rahabika, l'établissement en Belgique est public. Pourquoi en France il n'y a pas ce genre d'établissement? Pourquoi l'éducation nationale ne prend pas en charge ces enfants? Ce qui est inadmissible en France, c'est que les départements, notamment puisqu'on est à la frontière de la Belgique, le département du Nord et du Pas-de-Calais financent pour que les enfants... Vous êtes à l'école du Nord, je précise. Tout à fait. Les conseils généraux du Nord et du Pas-de-Calais financent quand les enfants vont dans des établissements spécialisés en Belgique. Pourquoi ne pas en construire par ici, en France? J'ai eu le cas dans ma commune.
J'ai eu une enfant handicapée que l'éducation nationale ne voulait pas parce qu'il fallait qu'elle soit accompagnée par une personne supplémentaire. J'ai embauché quelqu'un pour accompagner cet enfant. Eh bien, il a fallu que je me bats avec l'éducation nationale pour le faire accepter, considérant que vis-à-vis d'une classe d'enfants ordinaires, il était difficile d'avoir un enfant dans le handicap. C'est dément. Il faut apprendre à vivre ensemble. Si on veut qu'à l'état d'adulte, les adultes acceptent le handicap, eh bien, il faut peut-être que le plus jeune âge, eh bien, ils soient ensemble dans la même classe. Je le crois profondément. C'est un manque que la France doit combler. Jean-Pierre Ringler, ces Français obligés de s'exiler en Belgique, ça vous inspire quoi? Ça m'inspire que la France a une culture déjà de l'établissement spécialisé. C'est vieux de 3 siècles et demi. Ça remonte à Louis XIV, c'est pas d'aujourd'hui, où on a mis en place une politique de l'enfermement, c'est-à-dire mettre les personnes différentes, puisqu'à l'époque on ne parlait pas de personnes handicapées, à l'abri des regards et de la noblesse et des bourgeois à Paris, parce que ça dérangeait déjà à l'époque. Aujourd'hui ça dérange moins, heureusement, mais le regard malheureusement n'a pas encore suffisamment évolué, et surtout la culture, c'est-à-dire d'intégrer les personnes handicapées. Sur cet exil, vous, dans votre association, on vous fait remonter des demandes de je pars à l'étranger, de l'autre côté de la frontière, parce qu'en France, on ne s'occupe pas de moi. Vous avez ces demandes-là dans votre association? Non, pas directement, parce que ça concerne beaucoup plus, entre autres, les autistes, qui est un cas particulier. Mais je peux vous citer le cas d'une personne qui était membre de notre association et qui est française et qui vit en Suède depuis 1999, parce qu'elle a voulu profiter à l'âge de sa retraite des avantages qu'offrait la Suède en matière d'accompagnement humain. Elle y vit toujours, ça fait 14 ans, et pour rien au monde elle viendra en France, parce que même après notre loi de 2005, dont on a beaucoup parlé, l'accompagnement, entre autres l'accompagnement humain des personnes, n'est pas encore ce qu'elle devrait être. Oui, en France, la scolarisation d'un enfant handicapé est un droit, mais pour ce faire, il faut être accompagné d'un auxiliaire de vie scolaire. C'est là que le bât blesse. Il n'y en a pas assez en France. Et si on a, ils sont mal payés. Le rôle n'est pas reconnu en fait par l'éducation nationale. Oui, et c'est pour ça en même temps que les collectivités locales doivent être aussi des partenaires de l'éducation nationale pour accompagner dans la différence ces enfants. On ne peut pas tout demander à l'État quand parfois les collectivités eux-mêmes locales font des dépenses qu'ils pourraient peut-être diminuer pour être au service de l'être humain. Il y a plein de regards que l'on peut avoir sur le sujet. Quand moi-même j'ai choisi dans ma ville de prendre un des employés que nous allions former pour qu'il puisse accompagner cet enfant. Nous l'avons pris de la maternelle et nous l'avons accompagné jusqu'au bac. Elle est sortie première. Alors qu'à l'époque, on nous disait qu'elle ne peut pas être dans l'école. Donc ça veut dire, c'est quoi la différence? La différence, c'est d'être différents, mais apprenons à vivre ensemble et de nous accompagner mutuellement. J'ai à apprendre de monsieur qui est non-voyant et j'ai à lui transmettre ce que je vois. Alors le handicap léger ou lourd touche une personne sur 6 dans l'Union européenne, soit environ 80 millions de personnes. Parmi elles, beaucoup sont victimes de discrimination quotidienne. Hein. Alors à côté des politiques nationales très variables d'un État à l'autre, l'Union européenne entend lutter contre ces discriminations. Elle fait quoi au juste, monsieur le député de l'Union européenne? C'est pour ça que moi je me suis bagarré en devenant parlementaire européen d'être dans la commission des budgets. Et malgré que le budget de l'Europe que nous avons voté hier, pour le cadre pluriannuel et le budget de l'année 2014, aujourd'hui. C'est pour ça que je me bats pour que, malgré la chute de 9% du montant du budget, que le FSE, le Fonds social européen, n'ait pas de diminution. Quand je vois que des enfants du Nord-Pas-de-Calais s'en vont pour être accompagnés en Belgique, est-ce que l'Europe et le Fonds social européen, dans cette Europe que nous voulons sociale, elle ne doit pas jouer un rôle pour mettre dans une manne financière bien particulière l'accompagnement de la différence? Je pense que la France, le Royaume-Uni, l'Italie, une grande partie des fonds européens sociaux le font en direction du handicap. Mais il faut l'amplifier. Alors parmi ces discriminations vécues par les personnes en situation de handicap, il y a la discrimination à l'emploi. Regardez ce reportage et vous réagissez juste après. Tous les matins, le même cérémonial. Un petit café, puis le taxi pour aller au boulot. François Gradevol est lourdement handicapé. Il y a 20 ans,
Il s'est brisé la colonne vertébrale en faisant du judo. Je ne prends pas le risque de conduire dans Paris. Parce qu'il faut des réflexes, parce que c'est déjà très spécial pour un valide. Et si je peux éviter, j'évite. François arrive à son travail, une société de domiciliation d'entreprise. Salut les jeunes! Si François a réussi à conserver un emploi malgré son handicap, c'est loin d'être le cas pour tout le monde. Avec la crise, le chômage des personnes handicapées a bondi de 60% en 4 ans. Les gens ont du mal à bosser, on le voit en France, alors qu'on est au paradis, on voit la tête des gens, on dit ça ne va pas au boulot en tout cas. Et je pense qu'un handicapé peut justement faire atterrir et remettre les choses à leur place et mettre de l'humanité au sein de l'entreprise. Mais l'humanité n'est, semble-t-il, pas un argument assez convaincant pour les entreprises. Le taux de chômage des personnes handicapées reste 2 fois plus élevé que celui de l'ensemble de la population. Voilà, on l'a entendu, le taux de chômage des personnes handicapées 2 fois plus élevé que celui de l'ensemble de la population. Il y a un malaise, Jean-Pierre Ingler. Il y a certainement un malaise, mais c'est un vaste problème, une vaste question. Je vous citerai, pour être très précis, 2 exemples qui sont très proches. Très souvent, les entrepreneurs vous disent « Oui, moi je veux bien embaucher, mais je ne trouve pas de personnes formées, suffisamment bien formées. » Moi, je connais ici même, dans ma ville, à Strasbourg, 2 jeunes filles de 25 ans. Elles ont Bac plus 5 et toutes les 2 sont au chômage à la sortie de leurs études depuis plus d'1 an. Elles sont en situation de handicap? Elles sont toutes les 2 non-voyantes. Pourquoi? Parce que, et la réponse a été claire pour l'une d'entre elles, en tous les cas. C'est quoi leur vécu? Elles vont demander du boulot et... Où elles vont... alors, d'abord, si vous allez faire une demande d'emploi, se pose toujours la question, est-ce que au téléphone, je signale que je suis non-voyant ou non-voyante? Alors, il y en a qui préfèrent dire que non, mais c'est reculer pour mieux sauter, parce que quand vous arrivez à l'interview, ils s'en rendent compte. Et c'est là, très souvent, on vous dit, comme quand une personne dans le temps, arabe ou noire, vient pour un logement. C'est comme toutes les discriminations. C'est ça. Oui, l'appartement est déjà occupé, quoi. Et on vous dira, on a déjà trouvé quelqu'un pour l'emploi pour lequel vous postulez. Donc, ça veut dire qu'il y a effectivement un malaise et que les entrepreneurs pensent toujours, les employeurs pensent toujours qu'embaucher une personne handicapée, ça augmentera la charge de travail des autres membres du personnel. On pense toujours que les personnes handicapées, même avec Bac plus 5, moi j'ai Bac plus 6 aussi, on pense qu'il va falloir les aider, les assister. Il y a des adaptations à faire, bien sûr. Surtout, ce qu'il faut, c'est les mettre dans le bon job et pas les mettre dans un job où ils seront en difficulté. Un job qui soit adapté à leur capacité, bien sûr, mais aussi à leur capacité physique ou intellectuelle. Et au nom du droit au travail, les États membres ont obligation de tout faire pour qu'en 2020, les 3/4 puissent avoir un emploi. Pour cela, il faut des formations, des lieux accessibles. On en est où, Monsieur Cotigny? C'est la volonté de l'Europe de faire un cadre de façon à imposer à l'ensemble des États, les 28, qu'il y ait une possibilité d'accompagner par le travail, la formation, l'éducation, l'ensemble de celles et de ceux de nos citoyens européens qui se trouvent dans le handicap. Tout en rappelant, comme vient de le dire monsieur, que le handicap est multiple. Il y a le handicap mental qui vient à la naissance ou un peu plus tard. Il y a le handicap physique à la naissance ou ensuite, comme on vient de le voir avec le film. Ça n'empêche pas forcément de bosser. Vous-même, vous avez recruté un assistant parlementaire. Oui, mais après, c'est une volonté de chaque individu. Après, c'est une Le travail était bon? Excellent. La volonté est de chaque individu, puisque vous me parlez du travail de l'autiste. C'est-à-dire qu'il n'est pas reconnu, et le nombre de handicapés qui ne sont pas reconnus parce que par la pauvreté de certaines familles, on n'a pas décelé des maladies chez certains enfants, qui en grandissant se développent, on en arrive à une situation où, n'étant pas reconnus dans le handicap, ils sont considérés comme étant des garçons qui ne sont pas formés, qui ne peuvent pas tenir un poste de travail. Est-ce que c'est pas le regard, en fait, le regard de la société envers les handicapés? Bien sûr. Monsieur Rigler voulait agir sur l'autonomie, c'est ça? Oui, mais c'est-à-dire, c'est pas aux médecins de s'adapter, c'est pas aux auxiliaires de s'adapter. C'est à la société de s'adapter. La société de s'adapter et de considérer la personne handicapée comme un citoyen à part entière qui a des particularités auxquelles la société, bien sûr, doit s'adapter à travers une accessibilité la plus large possible, dite universelle. Et là, quand on dit accessibilité, ça ne concerne pas uniquement les trottoirs ou les transports. C'est beaucoup plus large que cela. C'est l'entreprise, c'est l'ensemble des établissements culturels, mais c'est aussi les biens et les services.
Et à ce moment-là, toute personne, quelle qu'elle soit, handicapée ou non, pourra bénéficier des offres de la société dans laquelle il vit. Mais c'est vrai, le regard et surtout les représentations qu'on a encore aujourd'hui de la personne handicapée, qui est une personne diminuée. D'ailleurs, en espagnol, on dit diminuée physique pour les personnes handicapées. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Bien sûr que les personnes sont diminuées physiquement, voire intellectuellement, intrinsèquement parlant, mais il y a toujours des situations dans lesquelles, avec le bon accompagnement, elles peuvent trouver leur place dans cette société. Et moi, si j'avais un message fort à passer et d'en profiter... Très rapidement, parce que c'est la fin de cette émission. C'est de dire que aucun être humain, quelle que soit sa place dans la hiérarchie sociale, ne peut dire qu'un jour il ne sera pas lui handicapé ou qu'il n'aura pas un de ses enfants ou petits-enfants handicapés. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, soyons en capacité d'accompagner la différence, parce que la différence, est-ce que ce ne serait pas nous ? Merci en tout cas, messieurs, d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin d'Europe Hebdo. Bonne suite des programmes sur les chaînes parlementaires.